Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de 85 chrono 20 minutes pour décrypter toutes les images de ce week-end sportif vendéen. Nous sommes le lundi 16 octobre 2023 et voici le sommaire. Tout d'abord, nous irons aux Herbiers, 41e édition du Chrono des Nations. Dimanche, un plateau très riche et des duels qui ont tenu leurs promesses chez les élites. Un week-end marqué aussi par le 5e tour de la Coupe de France de football. Nous avons suivi le derby entre Chaland et La Roche-VF. 15 clubs vendéens étaient engagés. Combien en reste-t-il? Eh bien, réponse dans cette émission. En rink hockey, week-end de Coupe d'Europe pour la Vendéenne. Tout ne s'est pas déroulé comme prévu, mais la qualification est bien là pour les Lyonnais. Et puis sur la glace, première à la maison pour le Haut-Gly en Division 2. Mieux valait-il être à l'heure à la patinoire de La Roche-sur-Yon samedi soir, car tout s'est joué dans les premières secondes. Vous êtes bien à l'heure. Et tout de suite, c'est 85 chrono. Et c'est l'un des derniers grands rendez-vous cyclistes de la saison aux Herbiers. Les spécialistes du contre-la-montre étaient là pour cette 41e édition du Chrono des Nations. Un événement qui était à suivre en direct sur TV Vendée hier dimanche après-midi. Les premières catégories se sont élancées dès 11h du matin. Les cadets, les juniors, puis les espoirs. Venait ensuite le tour des catégories élites, à commencer par les femmes et un tracé de 27 km 230. Le départ avait lieu à la mairie des Herbiers, l'arrivée sur le site de la gare. 37 engagés sur le podium de départ et à l'arrivée, cela s'est joué pour une seconde seulement. C'est la championne d'Autriche, Anna Kiesenhofer, pour la formation Israël. Première tech Roland qui s'impose chez les élites femmes. Elle devance sa compatriote Christina Schwenberger, qui était la dernière à s'élancer. Anna Kiesenhofer accusait pourtant 13 secondes de retard au temps intermédiaire, mais a terminé beaucoup plus fort que Christina Schwenberger. L'Ukrainienne Valeria Kononenko complétera ensuite le podium féminin. Puis à 14h30, place aux hommes avec les premiers coureurs à prendre le départ. Un plateau très riche. Evenepoel, le champion du monde, Tarling, le champion d'Europe, ou encore Rémi Cavagna, le champion de France, était bien là. Un parcours rallongé pour les hommes, 45 km 430, des passages par Saint-Paul-en-Paré, le Boupère, Saint-Prouan, Roche-Trejou et Mouchamp. Et le duel attendu entre le champion du monde belge et le champion d'Europe britannique a bien eu lieu. Et celui-ci a tourné à l'avantage de Joshua Tarling, le Britannique de 19 ans, plus rapide aux deux pointages intermédiaires. Evenepoel, que vous voyez à l'image, ne rattrapera pas le champion d'Europe, accusant même 17 secondes de retard au deuxième temps intermédiaire. Joshua Tarling s'impose donc de 13 secondes devant Remco Evenepoel, vainqueur l'an passé chez les juniors. Joshua Tarling montre de nouveau sur le podium aux Herbiers, cette fois chez les élites, et succède à Stefan Kung, vainqueur en 2022. Stéphane Bissegger, le Suisse, hérite lui de la 3e place. Rémi Cavagna termine pour sa part au pied du podium. Et je vous propose justement de retrouver le Britannique Joshua Tarling, suivi de la gagnante chez les dames, l'Autrichienne Anna Kiesenhofer. Réaction recueillie par Cédric Manet. Le plateau était très relevé. Remco Evenepoel, Stéphane Bissegger, le tracé est superbe, les montées, les descentes, tout va bien ensemble. C'est un parcours difficile, mais je l'aime beaucoup. Donc oui, très heureux de gagner ici. Avant ce chrono, j'avais quelques doutes, je me sentais assez fatigué, mais ça l'a fait. On a suivi le plan que l'on s'était fixé. Nous avons géré les différentes parties du tracé comme nous le voulions. L'année prochaine, l'un des principaux objectifs sera les Jeux Olympiques. Il y aura d'autres courses aussi, bien sûr, mais maintenant la saison est terminée et je vais me reposer avec ma famille. Ouais, j'avais de bonnes jambes et aussi mentalement, j'étais vraiment prête à souffrir. Et après, on lutte pour chaque seconde. J'en étais consciente que c'était sérieux, même si je ne savais pas exactement l'écart. Et voilà, j'ai tout donné. Je suis vraiment contente d'avoir terminé la saison comme ça. J'avais l'impression d'être rapide, mais on ne le sait vraiment pas. J'aurais aussi pu être 10 secondes derrière la première, donc ça, on ne sait pas. En fait, en Suisse, soit il y a vraiment de la montagne, soit c'est tout plat. Donc ici, c'est différent parce qu'il y a tout le temps des petites pauses et c'est un peu différent, mais ouais. Je connais très bien le parcours comme j'ai déjà fait plusieurs fois le chrono. Pour moi, c'est une course importante, donc aussi les dernières semaines, je me suis entraînée pour ce chrono de nation et du coup aussi la motivation, évidemment, elle était très élevée. C'était dur comme toujours, mais à la fin de gagner ici, c'est une magnifique récompense.
Quelques images de basket à présent. Le RVBC était en déplacement hier après-midi du côté de Villeneuve-d'Ascq. Un deuxième match en 4 jours pour le RVBC qui retrouvait le championnat après son succès jeudi à la maison en Eurocup. Les Lyonnaises maillot blanc vivent une entame de partie délicate. Un sévère 10-0 encaissé d'entrée de jeu. Après moins d'1 minute 30, le RVBC va relever la tête mais va tout de même voir l'écart se creuser au fil de cette première période. À la mi-temps, les nordistes mènent 45-30. Anna Suarez et Tiffany Clark vont maintenir les Vendéennes à flot, mais Villeneuve-d'Ascq est bien plus adroit au shoot à 3 points et plus présent au rebond. Malgré un troisième quart-temps remporté, La Roche est largement dominée dans cette rencontre et s'incline logiquement 87-62. Deuxième défaite donc de la saison en Ligue féminine pour le RVBC. Je vous propose désormais de jeter un œil sur le classement du championnat. Les Tigresses perdent 2 places et glissent à la 6e position après cette 4e journée. 8e position après cette 4e journée. 2 points d'avance sur la Lanterne Rouge Saint-Amand. Le prochain rendez-vous, ce sera jeudi pour la 2e rencontre d'Eurocup sur le parquet des Turcs d'Emlak Konut SK. Chez les garçons, à présent, on enchaîne avec la Nationale 1 masculine. Vendredi soir, le Vendée Chaland Basket est allé s'imposer 85-77 sur le terrain de l'Union Rennes Basket. 3e victoire de la saison pour le VCB qui gagne 2 positions au classement. De son côté, l'équipe des Sables s'incline de 2 longueurs, 75-73 face aux nordistes de Loun-Plage. Après 5 journées, les Sablais restent toujours bons derniers. Allez, un dernier mot de basket avec un détour par le classement de la Nationale 2 masculine. Après 2 défaites de rang, Saint-Georges de Montaigu a bien rebondi. Les Georgeois étaient en déplacement sur le parquet du JSA Bordeaux Métropole Basket. Victoire 76-62 pour les joueurs de Paul Ravon. Après 6 journées, Saint-Georges de Montaigu, vous le voyez, occupe la 7e place. Je vous propose à présent d'ouvrir la page football de ce 85 chrono. Place ce week-end au 5e tour de la Coupe de France. Samedi soir, le stade Jean Léveillé de Challans offrait un derby aux allures de retrouvailles entre 2 équipes qui se connaissent bien, Challans et La Roche VF. Challans en rouge, La Roche VF en bleu. Une première période assez peu animée de part et d'autre. Côté lyonnais, une mauvaise sortie d'Hamada, vous venez de le voir, aurait pu coûter cher, mais pas de réussite de part et d'autre. Un score nul et vierge. À la pause, au retour des vestiaires, les Lyonnais sont à l'attaque. Entrée en jeu, Butro, Serembaki qui va être à la passe pour Sarr, bien lancé. Le ballon est au fond, mais l'arbitre siffle hors jeu. Le but est donc refusé. Challans va ensuite avoir plusieurs occasions nettes sur corner. Dans les cages, Hamada doit s'employer. Sarr va même préserver la cage lyonnaise en sauvant ce ballon sur sa ligne. Dans la foulée, Hamada va de nouveau se montrer et éloigner le danger sur ce corner rentrant. Les Chalandais vont même trouver la barre transversale du portier lyonnais, mais une faute avait bien été sifflée au départ de l'action. Dans le camp chalandais, cette fois la frappe enroulée de Zebio Mbaki fuit le cadre d'Étienne Métro. La dernière grosse opportunité pour Challans sera cette frappe cadrée d'Alban Dupas entrée en fin de match. Pour La Roche, Adama Sarr aurait même pu ouvrir la marque en fin de match sur cette tête lobée et la mauvaise sortie du portier chalandais. 0-0 après 90 minutes. Place donc au tir au but. Les Lyonnais vont ici manquer leur 2e occasion. Métro sur la frappe d'Herman Esmel. Allemand échouera une 2e fois pour La Roche. Koné manquera aussi côté chalandais. Résultat, le numéro 14, Thierry Godam, a ici la balle de Khalif au bout du pied et le transforme. Challans s'offre le voisin lyonnais au tir au but, 4-3 et se qualifie donc pour le 6e tour. Côté lyonnais, c'est la première défaite de la saison, toute compétition confondue. Je vous propose d'entendre les entraîneurs des 2 équipes, à commencer côté chalandais par Nicolas Lemétayer, propos recueillis par Cédric Manet. On joue les premiers National 2, on sait que cette équipe de La Roche a un très bon fond de jeu, a des principes de jeu et que l'objectif effectivement c'était plutôt d'être groupé bien en place sur un bloc équipe plutôt médian et on a plutôt bien contrecarré quand même leurs offensives et on s'est quand même créé quelques opportunités qu'on aurait pu aussi scorer. Et on s'est créé aussi des opportunités sur les coups de pied arrêtés qu'on avait travaillé. Donc sur l'ensemble du match, 0-0, c'était plutôt équilibré comme match aussi. Donc je félicite encore une fois mes joueurs pour avoir été jusqu'au pénalty et avoir eu cette qualification. On les prévient, ils sont plus ça. Des matchs comme ça, ils en ont joué des dizaines et des dizaines, donc on le sait. Donc c'est pour ça que je suis déçu. On avait la volonté de vouloir continuer un parcours, rester sur une dynamique telle qu'on l'a en championnat. Et ce soir, on boycotte tout ça, on va foutre tout ça sur des non-faits, sur des manques individuels qui font que le collectif forcément a été moindre que d'habitude et c'est ça qui me dérange. C'est plutôt des performances individuelles en deçà qui me dérangent parce qu'on n'a pas le droit. Voilà, on est dans une bonne dynamique, on est en capacité de continuer ce qu'on met en place toute la semaine et ce soir on l'a pas fait, donc c'est là-dessus je suis déçu, quoi.
Ils étaient 15 clubs vendéens engagés pour ce 5e tour de Coupe de France. Et à l'issue de ce week-end, ils ne sont plus que 6. Après les éliminations de Saint-Gilles-Saint-Hilaire et Landron de Saint-Georges, pensionnaire de Détroit, c'est désormais Esnay, club de R2, qui sera le petit pousset vendéen. Mareuil-sur-Lay, équipe de R1, poursuit l'aventure, tout comme les 3 formations de N3, Fontenay contre Chaland, Le Poiret-sur-Vie, 1/2 pour les clubs de National 2. Donc seuls les Herbiers n'ont pas manqué leur entrée en lice. Rendez-vous désormais dans 2 semaines pour le week-end du 28 et 29 octobre. Voilà pour la Coupe de France masculine, mais se jouait aussi ce week-end le 3e tour de la Coupe de France féminine et c'est un 4/5 pour les formations vendéennes. Seule élimination, celle des Sables FCOC. Les Sables défait 8-1 dans une confrontation vendéenne face au Saint-Georges-Guyonnaire FC. La Vendée aura donc 4 représentants pour le 4e tour de la Coupe de France féminine. Ce sera là aussi le dimanche 29 octobre prochain. Avant de repartir sur les terrains, en images, un détour rapide et un mot de handball avec la Nationale 1 masculine. Et Pouzauges n'avance toujours pas. Les Vendéens ont subi hier après-midi la loi du leader Rezé. Les Pouzaugeais s'inclinent 42-28. 6e défaite en autant de rencontres disputées pour les hommes de Steve Berger. Le PVHB est 13e et Lanterne Rouge avec 4 points. Allez, direction à présent les terrains de Ringhockey, week-end de Coupe d'Europe pour l'équipe de la Vendéenne. Pour ce premier tour préliminaire de Ligue des Champions, les Lyonnais devaient recevoir 2 équipes à l'Angelmière. Devaient en effet, car surprise, la première rencontre programmée face aux Italiens de Follonica vendredi soir n'a pas eu lieu. Les Toscans qui devaient arriver le jour même en avion ont vu leur vol annulé. Résultat, les Italiens ne se sont pas présentés en temps et en heure. Un forfait technique qui offre donc à la Vendéenne une victoire sur tapis vert 10-0. Seul enjeu, désormais, la première place de la poule qui se jouait hier après-midi, vous le voyez sur ces images, face aux Allemands d'Eringen. Marc Povedano va ouvrir d'abord le score pour la Vendéenne dans ce début de rencontre. Antoine Thébault va ensuite porter ici le score à 2-0. Avant la pause, le 3e but est lui signé de la part de Benjamin Puentes, toujours en faveur des Lyonnais dans cette première période. À la mi-temps, la Vendéenne va être au devant, 3-0. Au cours de la 2e période, Marc Povedano va inscrire un doublé qui sera suivi puisque Benjamin Puentes viendra lui aussi inscrire une seconde réalisation personnelle dans cette rencontre. Victoire nette, 5-0. La Vendéenne termine donc première de sa poule et passe sans encombre ce premier tour préliminaire. Prochain rendez-vous européen début novembre pour les joueurs de Marc Salicru, l'entraîneur de la Vendéenne que l'on retrouve au micro de Daniel Lelanne, suivi du capitaine des Rouges et Noirs, Nathan Gefflot. On fait un bon match. On avait en face une équipe qui a joué très bas, ils ont beaucoup fermé le jeu, donc c'est pas toujours évident. Après, on a mis un but assez rapidement, c'est qui nous a un peu conforté dans ces faux rythmes. On a eu du mal à accélérer le match. Mais voilà, finalement, il y a 5-0. La qualif est au bout, que c'est ce qu'on est venu chercher ce week-end. Donc c'est vraiment le plus important. Il y a une équipe qui n'est pas venue, qui a fait forfait, donc du coup, ça nous a un peu conditionné le week-end. On n'a pas joué vendredi, on a joué aujourd'hui déjà qualifié presque. Donc voilà, c'est pas le meilleur week-end pour nous. C'est pas ce qu'on attendait, ni nous au niveau du groupe, ni le club. Mais voilà, il faut faire avec, il faut s'adapter. Je pense que les gars, ils ont bien réagi aujourd'hui. Les Allemands aussi, parce que je pense que malgré tout, ils ont fait un beau match. Donc voilà, il faut essayer de garder le positif du week-end malgré les choses qui se sont passées. Bilan un peu mitigé parce qu'on a eu une péripétie vendredi avec l'équipe italienne qui n'a pas pu prendre l'avion, donc un match annulé. Un peu frustrant dans un premier temps parce qu'on voulait tous jouer ce match et se frotter à une grosse équipe européenne. Mais bon, l'essentiel c'est qu'on est qualifié. On a réussi à faire un bon match aujourd'hui contre les Allemands, une bonne victoire. Donc on repart en étant premier du groupe et on attend maintenant le tirage au sort pour le prochain tour. C'était un match qui pouvait être compliqué si on ne se mettait pas tout de suite bien dès le début. Si on les laissait prendre l'avantage, ça aurait été dur de revenir au score. Donc on est bien rentré dans le match, on a gagné 1-0 puis 2-0 assez rapidement. Ce qui nous a permis de pouvoir gérer le match plus tranquillement, de pouvoir bien travailler pendant le match et je pense qu'on a bien réussi notre match. Allez, d'autres images à vous offrir ce lundi soir. Des parquets à la glace. À présent, 2e journée de Division 2 en hockey sur glace. L'équipe du Ogli, championne de Détroit l'an passé, voulait confirmer sa victoire à l'extérieur le week-end dernier. Pour ce faire, le hockey glace lyonnais affrontait samedi soir l'équipe de Colmar. Les Lyonnais, maillot noir et rouge, ne se sont pas fait attendre dans cette rencontre. Un départ canon, une première possession pour les Lyonnais, un palais perdu par la défense colmarienne. Et Andrew Donald ne fait aucun cadeau. Le buteur maison ouvre la marque après seulement 15 secondes. Les visiteurs ont à peine le temps de retrouver leur marque que le Ogli repart immédiatement de l'avant. Côté gauche, Boris Fargovski tente sa chance et marque superbement. Les Lyonnais doublent la mise sur l'engagement et mènent déjà 2-0 après seulement 22 secondes disputées. Les débats vont ensuite nettement se rééquilibrer même si le Ogli reste dominateur.
En blanc, Colmar va se créer plusieurs occasions, mais sans parvenir à trouver la faille dans la défense vendéenne. Tout se sera finalement joué dans les premières secondes de la partie. Une victoire 2-0, suffisant pour le Hogli qui prend les 3 points. Un succès, certes, mais tout n'a pas été parfait, selon le coach des Lyonnais, Juraj Oselka. On le retrouve interrogé par Daniel Lelanne, suivi de la réaction de son homologue des Titans de Colmar après la rencontre. Elle a commencé très bien pour nous. 12-0, déjà quasiment en première minute de match. Et après, on a tombé dans les facilités, on n'a pas joué, on n'était pas appliqué. C'est vrai qu'on n'était pas mauvais non plus, on était dominant, mais pas jusqu'au bout de l'action. On s'est arrêté, on n'a pas fait de bons choix sur la glace. Donc après, il y a des choses à voir. Bon, après, on a pas mal de jeunes joueurs, donc c'est normal aussi que ça, mais on va travailler là-dessus pour qu'on évite ça, justement. Donc c'était des jeunes garçons en face de nous qui, dès qu'ils l'ont fait croire, ils ont cru, ils ont fait leur possible. Et voilà, ils nous ont mis de leur position. Un match très difficile, on commence pas de la meilleure des manières, on prend 2 buts en 22 secondes. Alors après, c'est sûr que tout se complique. Ensuite, on tient la baraque sur le reste du match, ce qui est plutôt surprenant au vu de sa physionomie. Mais c'est vrai qu'on n'a pas commencé de la meilleure des manières. Les intentions de jeu sont là, et ils ont les connaissances, ils ont tout ce qu'il faut. Alors il manque un petit peu de vitesse d'exécution parfois dans ce système et dans ces intentions de jeu. Mais peut-être parfois aussi d'intensité. C'est vrai qu'entre le hockey junior et le hockey senior, il y a une différence d'intensité, autant physique que dans la vitesse d'exécution, voilà, donc tout ça. Et le Hogli surfe sur sa très bonne saison de l'an passé qui les a promus justement en D2, 2 victoires en 2 matchs pour le hockey glace lyonnais. C'est donc logiquement que le Hogli occupe le fauteuil de leader. 6 points après 2 journées pour les Lyonnais qui seront ce week-end en déplacement chez le 3e, chez l'équipe réserve de Rouen. Vous le savez, le week-end était aussi marqué par l'actualité rugby sur le plan national, mais l'on jouait aussi en Vendée du côté de la Fédérale 2. C'est un 2e revers consécutif pour le FC Lyonnais en déplacement à Mérignac. Le FCY s'incline assez largement, 41-18. Les Lyonnais perdent donc 2 places, 8 points pour les Vendéens après 4 journées. Et puis enfin, en Fédéral 3, le ciel est au beau fixe pour le RC Sablais. Les Sablais signent une 4e victoire de rang en championnat. Après leur beau succès 58-6 dimanche sur le terrain du 15 de l'Erdre, les Vendéens restent premiers avec 6 points d'avance sur leur poursuivant Parthenay. Une dernière information à vous communiquer, elle concerne cette fois l'athlétisme. Ce week-end avait lieu la Coupe de France du côté de Blois avec un beau résultat pour l'AC La Roche-sur-Yon. Yanis David, Romain Mornay, Clémentin Poulain et Justin Martineau sur la plus haute marche du podium à gauche de l'écran sont champions de France du relais medley long. Une épreuve où 4 coureurs enchaînent 1200, 400, 800 puis 1600 mètres. Enfin à noter le bon résultat sur la droite des juniors sur le relais mixte du 4x1000 qui reviennent du Loir-et-Cher avec la médaille de bronze. Voilà de ce que l'on pouvait dire de l'actualité sportive du lundi 16 octobre. Le prochain rendez-vous sport sur TV Vendée, ce sera dès jeudi à 18h45 avec Aurélien Huard à la présentation. D'ici là, très bonne fin de soirée à tous. Très belle semaine sur TV Vendée.